Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. J'offre ma collaboration au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre est ouvert à la tenue d'un grand forum économique dès septembre prochain pour doter le Québec d'une véritable politique économique? Bravo! On l'attendait depuis longtemps, cette entrée de Pierre-Carl Péladeau en tant que chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est maintenant chose faite. Sans surprise, il entraîne le Parti québécois vers le haut, on l'a vu dans un sondage. Mais au-delà de ça, quel bilan peut-on faire de sa première semaine à la tête du parti? Tacha, Michel, Daniel, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant toute chose, comment est-ce que vous avez trouvé cette première semaine, un atterrissage réussi, Daniel? Oui, je dirais que oui. Au niveau du parti, d'abord, il a vite ressoudé ce parti-là. Non pas qu'il avait été divisé, pas du tout pendant la campagne à la direction, mais c'est toujours bon pour un nouveau chef de rapidement rassembler tout son monde. Jean-François Lisée l'illustre très bien. Lui qui a choisi de ne pas faire de vagues, l'unité du parti est assurée. À l'Assemblée nationale aussi, il a choisi, il avait le bon ton, il a choisi le bon thème, l'économie. Bon, sa proposition de sommet économique, c'est pas la panacée, ça règle pas tous les problèmes, mais ça a eu l'avantage de le mettre dans une bonne position, de forcer les libéraux à lui dire non. C'est eux qui avaient l'air un peu fous là-dedans. Donc, premiers 3 jours réussis, entendons-nous là-dessus, sauf qu'il reste quoi, autour de 1000 jours avant la prochaine élection. Alors, attendons un petit peu. Oui, vous, Michel, vous l'avez trouvé comment? Oui, bien écoutez, on a une seule occasion de faire une première mauvaise impression et M. Péladeau a eu la bonne idée de manquer cette occasion-là. Alors, ça a été plutôt bien. C'était pas génial dans le sens où on voyait qu'il lisait son texte. Ça manquait peut-être un peu de spontanéité, mais il s'est pas laissé distraire et ça, je pense que c'était bien par les remarques de M. Couillard sur l'instabilité politique et je parle même pas là, des attaques contre lui sur sa mauvaise performance présumée comme homme d'affaires, etc. Il s'en est tenu à son plan de match et à cet égard-là, c'est une entrée réussie. Maintenant, ça dure 1000 jours, comme dit Daniel, et les deux, M. Couillard et M. Péladeau, sont tous les deux d'accord pour dire que la question de l'indépendance, de la souveraineté va être au cœur de la prochaine campagne électorale. Alors, c'est ce qui va se passer. On sait bien que M. Legault préférerait que ce soit pas ici, mais on commence là tranquillement, mais sûrement 3 ans de campagne pré-référendaire à toutes fins utiles. Bon, alors une rentrée réussie, mais quand même, il a été vite rattrapé par toute la question des conflits d'intérêts avec l'achat d'Archambault par Renaud Bré. Tacha? Oui, absolument. Et c'est drôle parce que la semaine passée, on s'est dit c'est quoi son premier défi? Et ça, c'était ma prédiction que son premier défi, ce serait essentiellement de s'assurer que les accusations de conflit d'intérêts ne le suivraient pas pendant ces 3 ans-là. Et on voit déjà, avec la vente d'Archambault à Renaud Bré, que déjà, il y a une autre question qui survient. Et vraiment, c'est un problème pour le parti et pour M. Péladeau personnellement parce qu'il ne peut pas toujours avoir à repousser les accusations qu'il est encore impliqué dans les décisions de Québécois. Ça nuit à lui comme chef et ça nuit aussi à son indépendance et l'indépendance de son parti de commenter sur ces questions. Oui, parce qu'il n'y en a pas été beaucoup question là, à l'Assemblée nationale de toutes les questions que ça pose, en fait, cette transaction, Michel. Bien, absolument pas. Écoutez, il y a quand même des questions qui se posent sur la concentration dans l'industrie du livre, les conséquences sur les librairies indépendantes et évidemment, personne n'en a parlé. Maintenant, cette annonce-là, je pense, a été assez bien planifiée parce que j'ai l'impression que c'était réglé avant l'élection de M. Péladeau à la tête du PQ, qu'on a retardé cette annonce-là pour ne pas contaminer, disons, sa campagne. Mais c'était pas une mauvaise annonce le jour où il arrivait à l'Assemblée nationale? D'abord, on a attendu qu'il soit déjà élu et on s'est dit probablement, il faut l'annoncer au plus vite avant que ses actions soient mises en fiducie parce que ça aurait été encore plus difficile. On l'a très bien vu, là, il a été consulté. Il y avait qu'à le voir patiner pour le voir. Mais le problème va continuer parce que, écoutez, M. Mulroney a parfaitement raison. On ne peut pas ne prendre des décisions d'orientation fondamentale, et ça, je pense que c'était une décision assez importante, sans consulter l'actionnaire majoritaire. Alors, il va en avoir d'autres, des grandes décisions à prendre au cours des prochaines années. Oui, Daniel, est-ce que ça lie un peu les mains du Parti québécois? Parce que comment est-ce que le Parti québécois va poser des questions quand ça implique son chef?
Écoutez, il n'y a personne au Parti québécois. Il y a eu Jean-François Lisée, il a l'air d'être entré dans le rang maintenant. Il n'y a personne au Parti québécois qui a l'air de se formaliser ou de s'inquiéter de la position de M. Péladeau. Et ce qui vient renforcer tout ça, vous avez vu ce sondage où 52 % des Québécois n'y voient pas de problème. Il y a un problème, il est important que le Parti québécois, qui s'est fait le défenseur de l'industrie du livre, beaucoup plus que les libéraux, je dirais, pour être moi-même un peu dans cette industrie-là, et qui ne pose pas une seule question sur cette transaction, ça me semble tout à fait aberrant. Est-ce qu'à chaque fois qu'une transaction touchant l'ancien empire de M. Péladeau, entre guillemets, parce qu'il est en fiducie, on ne posera pas de questions pour ne pas embarrasser M. Péladeau? Est-ce qu'on va laisser à François Legault, qui l'a fait, mais sur des considérations très commerciales, s'inquiétant du fait que les sièges sociaux restent au Québec? Est-ce qu'on va tout laisser ça à François Legault? Il y a quelque chose de très inquiétant et d'un peu agaçant là-dedans. Il va falloir que tôt ou tard, M. Péladeau règle cette question-là. Les fiducies sans droit de regard, c'est un grand principe intéressant. Je me souviens qu'à Ottawa, et plusieurs pourront en témoigner, quand Paul Martin nous disait que tout était dans une fiducie sans droit de regard, tout le monde avait beaucoup de difficultés à croire qu'il ne parlait jamais à ses anciens collaborateurs, à ses fils qui étaient impliqués là-dedans. Et c'est la même chose pour M. Péladeau. Il y aura toujours beaucoup de doutes. Bon, mardi prochain, commission parlementaire pour étudier justement cette question-là. Est-ce que c'est dans l'intérêt des libéraux de trop attaquer, par ailleurs, M. Péladeau, Tacha? Oui, absolument. Écoute, pour les libéraux, chaque fois qu'ils peuvent mentionner ou attaquer M. Péladeau sur cette question, ça attaque non seulement son intégrité, mais ça sème le doute parmi le Parti québécois. Je ne suis pas complètement d'accord que tout le monde est parfaitement content que M. Péladeau soit là, qu'ils sont rassemblés dans l'unité qu'ils désirent. Parce que le Parti québécois, c'est un parti social-démocrate, un parti avec une veine anticapitaliste. Alors, quand on se rappelle que M. Péladeau... Encore aujourd'hui, Tacha? Bien, oui, encore aujourd'hui, il y a des militants qui sont de cette position-là. M. Péladeau incarne une vision qui est très différente de plusieurs de ces militants-là. Et justement, ça les fait repenser aux les grands méchants capitalistes et tout ça, c'est stéréotype-là qui est soulevé quand on parle de concentration de médias, plus que l'industrie du livre. C'est plus la concentration du média et des médias et l'impact sur la politique, je pense, qui serait un problème pour M. Péladeau. Michel, est-ce que mais on va voir la semaine prochaine, mais est-ce que les libéraux ont vraiment intérêt à faire son procès, là? Bien, il y a 52 %, Daniel l'a dit, de gens qui trouvent que la question est pas importante finalement, mais ça laisse quand même, il y a 41 % de gens qui, eux, y voient un problème, mais il y a déjà une bonne base de scepticisme que les libéraux vont évidemment s'employer à élargir. Mais honnêtement, je ne suis pas certain qu'ils voudraient que le problème se règle d'ici la prochaine élection. Je ne pense pas qu'ils vont mettre M. Péladeau dans une position où il devra obligatoirement choisir entre ses actions et sa carrière politique. Je pense qu'on va plutôt essayer de laisser pourrir le problème, si je peux dire, et faire en sorte que ça fasse partie de la prochaine élection et laisser la population se prononcer là-dessus. On aura le temps d'en reparler. On va passer maintenant à ces 10 jeunes qui voulaient rejoindre les rangs djihadistes. On va écouter la réaction du premier ministre Harper qui était aujourd'hui à Montréal et qui en a parlé. Dans ce pays, nous avons ici un beau pays. Un pays qui est démocratique, libre, ouvert, tolérant. Il n'y a aucune excuse, aucune raison pour un Canadien de devenir un djihadiste ou un terroriste ou de devenir membre d'un tel groupe. C'est tout à fait inacceptable à notre pays. Alors, comment est-ce que les gouvernements peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour empêcher les jeunes de se radicaliser? Aujourd'hui, M. Harper a parlé un peu des familles. Il a dit du bout des lèvres que, bon, on éprouvait quand même de la sympathie pour les familles touchées, mais c'est clairement la lutte contre le terrorisme qui est la priorité, la loi, l'ordre. Est-ce que c'est suffisant, Tacha? Je pense que je suis d'accord avec le premier ministre en donnant des ressources additionnelles à la GRC et à la police pour combattre ou pour avoir de l'intelligence et savoir qu'est-ce qui se passe et arrêter ces gens-là avant qu'ils quittent le pays. Mais le désir de jeunes de s'impliquer dans des mouvements, soit terroristes ou cultes ou autres, c'est très, très ancien. On voit différentes incarnations. Maintenant, c'est le terrorisme djihadiste. Mais c'est difficile d'arrêter ce phénomène. Je pense que c'est plus facile
difficile. Si on collabore avec la communauté islamique, c'est une autre chose à faire. Mais arrêter tous les jeunes qui désirent de faire cela, ça va être quasiment impossible pour le gouvernement de le faire. Oui, parce que M. Harper ne parle pas beaucoup des efforts de prévention et comment déradicaliser ces jeunes, Daniel. Moi, je pense que les gouvernements, qu'ils soient fédéraux ou québécois ou provinciaux, sont complètement démunis devant ce phénomène. Ils n'ont aucune espèce d'idée quoi faire. C'est certain, en ce moment, que la première solution, c'est de les arrêter. C'est le rôle de la GRC. Tout le monde applaudit la GRC, sauf qu'on ne règle absolument rien. On a arrêté 10 jeunes, on leur a enlevé leur passeport, mais ils sont encore en liberté. Ils ne sont pas plus heureux qu'ils l'étaient avant. Pourquoi ils sont malheureux? C'est ça qu'il faut tenter de régler. J'écoutais ce matin Maria Mourani dire c'est bien beau, la loi et l'ordre, c'est bien beau, la loi 51, c'est bien beau une nouvelle charte de la laïcité, que l'État québécois soit neutre sur le plan religieux, etc. Sauf que pour les jeunes qui fréquentent les cégeps et qui ont envie de rejoindre les groupes islamiques, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas là-dessus qu'ils vont prendre leurs décisions. Ils ont besoin de comprendre, d'être mieux acceptés dans cette société-là. Ils ont besoin de savoir où ça s'en va, tout ça, et de leur donner des objectifs, finalement. Si on ne trouve pas une façon de les rendre heureux, ils vont vouloir partir. Au Québec, vous en parliez, on attend toujours ce plan d'action, Michel. Est-ce que ça pourrait aider de la part du gouvernement? Il a promis que ça arriverait d'ici la fin de la session. Oui, bien écoutez, s'il y avait une recette magique, les pays qui sont aux prises avec ce problème-là depuis bien plus longtemps que nous l'auraient trouvé. Ils ont mis des milliards dans la sécurité, dans la prévention et surtout dans la sécurité, je dois dire. Et ça a donné ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, le plan de M. Couillard, bon, pour ce qu'on en sait, il y aurait deux éléments. Principalement, il y a son projet de loi sur la neutralité de l'État, les accommodements, mais ça, c'est très bien. Mais ça peut avoir avec la lutte contre l'intégrisme. Ça serait accompagné d'une espèce de plan d'action à multiples volets qui, encore là, c'est bien beau de dire on va travailler en amont, mais dans la réalité des choses, c'est assez limité ce qu'on peut faire. On a parlé d'un observatoire. Bon, c'est intéressant sans doute. M. Couillard avait évoqué, et Tacha le disait tantôt, la nécessité d'établir des liens avec la communauté musulmane ou les communautés musulmanes. Il y a eu une rencontre. Est-ce qu'il en est sorti quelque chose qui se retrouvera dans le plan d'action ou si c'était simplement de l'esbrouf? On verra, mais je pense que ça passe nécessairement par les communautés musulmanes. Le problème d'intégration, on peut le constater, mais au-delà d'essayer de mieux les intégrer à l'emploi, etc., détecter le mal de vivre de ces gens-là, je pense que la communauté musulmane, les familles sont les mieux à même de le faire. Et souvent, pour compléter ce que Michel dit, la communauté musulmane est elle aussi démunie. Ils la prennent à la dernière minute et c'est à ce moment-là qu'elles appellent la GRC et demandent à la police d'intervenir. Donc, c'est un méchant cul-de-sac. Hein? Oui, une dernière question rapidement. Tacha, est-ce qu'il y a une récupération par la classe politique là, pour faire avancer certaines politiques? Bien, je pense que oui. Je pense qu'un des autres problèmes aussi, c'est que beaucoup de ce recrutement se fait sur l'Internet. Ça n'implique pas même la communauté locale nécessairement musulmane. Alors, c'est très difficile pour le gouvernement de combattre ce phénomène. Mais certainement, je comprends qu'ils veulent agir là-dessus parce qu'il y a une peur que ce phénomène se multiplie effectivement. Oui, il y a toutes sortes de craintes là-dessus. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci. Que vous ayez été. Au revoir. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse s'entretient justement avec Lise Thériault, la ministre québécoise de la Sécurité publique.